Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Bianca de Batz. Bonjour. Bonjour. Secrétaire d'État bruxelloise en charge de la sécurité routière notamment. Mais avant de parler de la région bruxelloise, on monte au fédéral. On voit le sud du pays en grève, le nord qui ne l'est pas. Comment est-ce que vous expliquez cette différence ? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous répondre, c'est qu'il faut bien sûr respecter les droits des travailleurs, être sensible à leurs préoccupations, leurs problèmes. Mais je suis convaincue que trouver des solutions, ça se fait autour d'une table. Ça ne se fait pas en manifestant dans la rue. Donc je pense qu'il est absolument nécessaire que les partenaires sociaux acceptent de dialoguer, de se mettre autour de la table et d'avancer pour trouver des solutions. Oui, mais pourtant c'est le manque de dialogue que pointent les syndicats. Ce matin, la CGSP, qui s'occupe des administrations bruxelloises, a décidé de voter la grève au finish aussi. Elle suit la CGSP wallonne qui disait hier qu'elle veut faire tomber le gouvernement Michel. Alors là, il y a vraiment une crise entre les services publics et l'État fédéral. Apparemment, oui, je pense qu'il y a un agenda politique qui s'est glissé dans ce contexte, ce que je peux déplorer, parce que je pense qu'il s'agit ici de défendre les droits des travailleurs et pas de faire un jeu d'opposition et de majorité. Donc vraiment, je pense qu'il faut se mettre autour de la table. C'est là que les solutions peuvent être trouvées. Quand vous dites un jeu politique, vous pointez le Parti socialiste ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'entends ce que le syndicat a déclaré, qu'il voulait faire tomber le gouvernement. Je pense que ce n'est pas là la solution, bien au contraire, parce que ce serait encore plus difficile de trouver des solutions. Non, c'est justement, il faut dialoguer, se mettre ensemble autour de la table et voir comment on peut avancer ensemble. C'est la seule solution qu'il y a. Alors, dans ce gouvernement fédéral, il y a Chris Peters de votre parti qui porte notamment la loi sur le travail. Et cette loi donne la possibilité de travailler 45 heures semaine au lieu des 38. Les 38, ce serait lissé sur l'année. Mais enfin, cette possibilité de faire plus d'heures sur une semaine, ça crispe beaucoup. Est-ce qu'il faut maintenir cette loi ? Effectivement, dans la proposition, il serait possible d'avoir un peu plus de flexibilité, de travailler à certaines périodes un peu plus que les 38, 45 maximum. Et alors, dans d'autres périodes, par exemple en été, travailler un peu moins. Mais il est quand même très important de dire que l'ensemble des 38 heures, donc la moyenne, ne changerait bien sûr pas. Oui, mais les CDNV se sentent toujours bien à l'aise dans ce gouvernement fédéral ou c'est compliqué ? Bien sûr, je pense qu'il est d'ailleurs très nécessaire que nous soyons là pour justement trouver cet équilibre aussi pour veiller à ce que les droits sociaux sont maintenus. Parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait des partis qui voulaient par exemple faire arrêter le chômage dans le temps. C'est quand même nous qui avons pesé pour empêcher cette mesure. Donc on est vraiment plus que jamais nécessaire dans ce gouvernement. Alors on en vient à la région bruxelloise. Des embouteillages monstres à cause de la grève, à cause aussi d'un camion qui est rentré dans un tunnel où il n'aurait pas dû aller. On attend des portiques depuis longtemps, des portiques qui empêchent ces camions d'entrer dans les tunnels. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui. C'est vrai que vous pensez sans doute que ça touche un peu la sécurité routière. C'est en fait mon collègue Pascal Smet, ministre des Travaux publics, qui gère ce dossier. Mais c'est vrai qu'il y a eu un débat ce matin au Parlement. Donc j'ai effectivement suivi le débat qu'il y avait autour de ça. La bonne nouvelle, ce que Pascal a annoncé, c'est que les portiques arrivent. Le marché est attribué. Les portiques seront installés à partir de septembre. Je pense qu'il est important aussi dans ce débat aussi de souligner l'importance des caméras de vidéosurveillance. Vous savez, on a maintenant cette plateforme qui va regrouper toutes les caméras qui sont dans les tunnels, sur les routes, qui sont gérées par les zones de police. Donc là aussi, de vraiment accélérer cette dynamique de plateforme de centralisation de caméras. C'est important pour la sécurité routière aussi. En cas d'accident ou d'incendie, par exemple, de pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Donc, c'est important aussi qu'on mette ça le plus rapidement en place. Alors, la sécurité routière, on l'a vu dans le journal, 2 ministres ce matin qui renversent des cyclistes au centre de Bruxelles. Ça montre là qu'il y a un problème. On parle de réforme du permis de conduire, c'est notamment un de ses objectifs. Effectivement, donc la réforme qui a été approuvée hier par le gouvernement vise bien sûr à augmenter la sécurité routière, aussi bien sûr pour les piétons, les cyclistes. C'est d'ailleurs une dimension qui sera accentuée dans cette réforme. Et elle vise aussi à tenir compte, plus que ce qui était le cas maintenant, du contexte urbain. Alors cette réforme, d'abord, avant de rentrer dans les détails, elle est attendue pour quand ? Hier, c'était la note
que le gouvernement a adopté. Il faut encore après décliner ça en texte de loi, donc c'est pas pour tout de suite. Quand est-ce qu'on va changer le système des permis de conduire? 1er janvier 2018, ça doit rentrer en vigueur. 2018. Alors, on voit qu'il y aura désormais, à partir de 2018, 4 filières. Alors, la filière auto-école ne change pas, c'est 20 heures de cours et 3 mois de stage. Est-ce qu'il va y avoir des changements par rapport aux auto-écoles? Parce qu'on sait qu'il y a des disparités entre ces auto-écoles. En fait, il y a la filière libre. Oui, on va les détailler toutes. Mais d'abord, sur la filière auto-école, est-ce que par rapport aux auto-écoles, il y avait des critiques sur les disparités? Est-ce que là, cette réforme va changer quelque chose ou on ne touche pas au système? Ça, c'est dans un deuxième temps, effectivement. Si vous voulez dire qu'on doit contrôler la qualité, j'imagine que c'est votre question. Effectivement, on a un projet, mais ça... Dans un deuxième temps, il faut d'abord réaliser cette réforme, bien sûr, mais c'est vrai que j'ai l'intention aussi de mettre des critères et de veiller peut-être encore un peu plus que ce qui est le cas aujourd'hui à la qualité des auto-écoles. C'est important. Donc ça viendra dans un deuxième temps. Alors, deuxième filière, et ça c'est tout neuf, c'est la formule accès direct au permis. Même si on n'a pas de voiture, on suit 30 heures de cours et puis on peut passer le permis. Quel est l'intérêt de cette nouvelle filière? Il y a 2 nouvelles filières, mais une, effectivement, qui donne après 30 heures de cours, donc c'est quand même une formation vraiment intense par une auto-école, donc des professionnels. Il y a 2 raisons. Premièrement, on constate qu'à Bruxelles, je pense que c'est le cas pour les autres grandes villes, beaucoup de gens n'ont plus de voiture, en tout cas beaucoup de jeunes partagent des voitures entre eux, des plateformes, etc. Et donc, il faut en tenir compte. Deuxièmement, quand même pas mal d'employeurs demandent de présenter un permis pour trouver un emploi. Et dans une région où quand même plus de 20% des gens sont au chômage, beaucoup de jeunes aussi, c'est important aussi de leur donner toutes les possibilités pour avoir accès le plus rapidement à un emploi. Et donc, c'est 2 raisons pour lesquelles on a donc décidé de garder la filière libre, important pour vous donner accès de façon démocratique aussi, parce que c'est gratuit, bien sûr, la filière libre. L'auto-école est maintenue. On ajoute 2 filières, un système combiné, 14 heures de cours, l'auto-école. Après, on continue avec la filière libre. Et alors, la 4e possibilité, effectivement, après 30 heures vraiment très intenses, pouvoir passer son examen directement. Sans devoir faire de stage et donc d'attente. La filière libre sans auto-école, on voit que le stage passe de 3 à 9 mois. C'est un peu embêtant, ça, pour les jeunes qui sont pressés. Alors, ils vont devoir aller vers la filière payante. On sait que ça coûte quand même plus de 1 000 €. Ça ne change pas parce que, de toute façon, on ne peut pas faire son examen pratique avant les 18 ans. Donc, la seule chose, c'est que quand on a fait son examen théorique à partir de 17 ans, maintenant, c'était 3 mois minimum de stage. On augmente à 9 mois parce qu'effectivement, nous avons constaté, surtout aussi avec la filière libre, que la pratique, avoir assez d'expérience, c'est important. C'est pour ça qu'on l'augmente à 9 mois. Mais il faudra de toute façon attendre, comme c'est le cas dans les autres régions, c'est 18 ans pour pouvoir passer son examen. Ouais. Ça ne change pas. Pour les accompagnateurs en filière libre, vous annoncez une sorte de formation, un recyclage. Ce sera obligatoire, ça? C'est-à-dire dans le système combiné, oui. Dans le système combiné, donc 14 heures de cours, et puis la filière libre. Là, on va effectivement inviter l'accompagnateur, que ce soit le père, le mère ou un frère aîné, à venir dans la voiture. Parce que c'est important pour rafraîchir, je pense, un peu la connaissance que la personne a du code de la route, mais aussi pour voir quels sont les aspects pédagogiques qu'on utilise à la formation pour après pouvoir les utiliser soi-même, pour qu'il n'y ait pas de trop grandes différences et pas de coupure entre l'auto-école et la filière libre après. Donc il faut une cohérence. Mais pour la filière libre 100%, là, pour les accompagnateurs, il n'y aura pas d'obligation. Pas d'obligation, mais on incite quand même les gens aussi à rafraîchir. Et pour ça, on va mettre en place un manuel où il y a beaucoup de conseils pratiques, par exemple, comment gérer son GPS de façon sûre, de ne pas causer d'accidents, etc., qui sera mis à disposition aussi de l'accompagnateur. Alors, au niveau du permis théorique, on en avait déjà parlé, il y a un test de perception des risques. Donc, on projette sur un écran des situations réelles et il y aura des questions là-dessus. Ça, c'est tout neuf. Ça, c'est tout neuf. Ça n'existe pas encore. C'est vrai, c'est des simulations quelque part, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup d'usagers de la route à Bruxelles. Déjà, il y a beaucoup de voitures, il y a les trams, les bus, heureusement aussi de plus en plus de cyclistes. Donc, c'est effectivement, on mesure si le futur conducteur est capable de voir les risques, les dangers éventuels, mais surtout aussi, on le sensibilise au fait qu'il n'est pas seul dans sa voiture. Et ça va ensemble avec le fil rouge de cette réforme, c'est le respect et la courtoisie.
on constate qu'à Bruxelles, dans d'autres villes aussi, il y a quand même pas mal d'agressivité dans le trafic sur la route. Et donc, on va aussi sensibiliser le futur conducteur à se comporter de façon respectueuse. Quand on passe devant un cycliste, on diminue sa vitesse, on cède le passage à un piéton. Klaxonner inutilement, ça ne se fait pas. Donc, ce sera aussi examiné. Ouais, et le contenu, alors, de ce qu'il faut étudier et apprendre change ou c'est juste les modalités du C'est les modalités, parce que ce qu'il faut connaître, le contenu, le code de la route, ça reste fédéral, c'est même au niveau européen. Mais donc, comment y arriver? Ça serait après la 6e réforme de l'État. Les régions peuvent apporter des touches en fonction des spécificités de la région. Alors, pour être complète, j'ajoute qu'il y aura une formation au premier secours aussi qui sera liée à ce permis. On n'a pas le temps d'en parler. Est-ce qu'on ne risque pas de voir les gens faire du shopping entre la Wallonie, la Flandre et Bruxelles, puisque maintenant c'est régionalisé, en disant « Ouh là là, Bruxelles, c'est trop compliqué, je préfère aller passer mon permis en Wallonie ». Ça permet justement de mettre les accents là où c'est nécessaire, parce que Bruxelles, c'est une capitale. Oui. Ce n'est pas pareil que de rouler en Flandre, en Wallonie. Mais des trop grandes différences, non, puisque ce qu'il faudra connaître, comme j'ai expliqué, ça reste fédéral. Et il y a aussi une concertation, d'ailleurs, à mon initiative. J'ai invité mon homologue wallon et flamand. On a d'ailleurs signé un accord dans lequel on nous engage à se voir régulièrement, justement pour éviter qu'il y a des trop grandes différences ou pour éviter le shopping, comme vous appelez. Donc, il y a une concertation qui, d'ailleurs, déjà mise en place. Il y a encore des ajustements qui vont se faire alors avant que le texte soit définitif. En tout cas, pour éviter qu'il y ait de trop grandes différences, parce que nous, on est prêts avec notre réforme. En Flandre et Wallonie, je pense qu'on y travaille encore. Donc, j'espère qu'ils vont s'inspirer de notre réforme. Par exemple, le premier secours, c'est vrai, c'est important, c'est 2 heures, mais ça peut sauver des vies. Ça peut sauver des vies. Mais je vous remercie d'être venu expliquer tout ça sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans l'émission Les Experts, les invités seront Marco Vanès et Simone Susskind. Bon week-end à tous.